Donc l'idée ici c'était de faire un système de particules pour faire de la fumée. Alors on a un comportement franchement différent évidemment des étincelles. Alors le premier truc c'est que la fumée en fait ça prend un certain temps à se construire et puis après ça monte, mais ça monte, enfin c'est pas un déplacement, c'est pas le déplacement d'un objet physique classique dans le sens où ça n'a pas vraiment un poids quoi. Enfin je veux dire ça va s'envoler etc. Et pour le moment, par défaut ici, on a la vitesse initiale qui envoie en fait les particules vers le haut comme ça. Mais du coup, ça n'a pas tellement de sens pour de la fumée parce que c'est comme si on balançait en fait une boule en l'air comme ça. Et donc c'est pas tellement adapté pour la fumée. En fait, ce qui va marcher vachement mieux pour la fumée, c'est de ne pas avoir de vitesse initiale, mais de n'utiliser en fait que de l'accélération pour avoir la particule qui va monter progressivement et accélérer. Et ça va faire un comportement beaucoup plus naturel pour de la fumée. Alors, avant de changer ça, je vais changer aussi la zone d'émission, parce que pour l'instant, tout part d'un même point. J'aimerais bien en fait que la fumée couvre une zone un peu plus grande, pour que ça soit un peu plus réaliste. Enfin, quand vous avez un feu, etc., c'est quand même une certaine surface, et c'est pas ponctuel. Comme on avait les étincelles, là ça marchait bien parce que, je sais pas si vous disquez un métal, etc., vous avez un point de contact relativement petit, donc ça va. Par contre, pour de la fumée, vous n'avez pas de la fumée qui sort d'un point, enfin c'est généralement sur une zone plus grande. Donc pour ça, on va changer dans Location, vous pouvez choisir en fait différentes zones d'émission. Donc par exemple avec Initial Location, vous avez une boîte en fait, vous mettez la largeur en X, Y et Z. Ici je vais utiliser un cylindre en fait, je vais faire un disque en fait, je vais prendre un cylindre et je vais l'écraser en hauteur. Donc je vais dans Location Cylinder, et dans Cylinder, on peut voir l'émetteur. Si vous descendez tout en bas, vous avez cascade et vous avez 3D Draw Mode. Et donc quand vous l'activez, vous voyez en fait d'où sont émises les particules. Voilà, donc ça c'est en dessous dans les propriétés du cylinder, ici. Alors ce que je vais changer, c'est déjà la hauteur. Donc je vais aplatir complètement le truc, j'ai pas envie que ça soit émis d'un volume, mais plus d'une surface. Donc le Start 8, je vais le mettre à 0. Voilà. Donc comme ça part d'une surface complètement plane. Et je vais un petit peu réduire aussi le radius, parce que là on a un radius de 50, donc en fait ça spawn sur 1 mètre de diamètre. C'est quand même beaucoup, donc je vais faire plutôt 15 ou 20. 20, je pense que ça sera déjà mieux. Voilà. Donc pour avoir une zone quand même un peu plus réduite. Donc ça c'est premier point, c'est une émission un peu plus étalée. Maintenant donc je vais faire ce que je vous ai dit, le Initial Velocity, je vais le mettre à 0. Donc je mets tout à 0. Voilà, et donc du coup évidemment les particules ne bougent pas, parce que pour le moment j'ai toujours pas d'accélération vers le haut. Alors ce que je vais faire, c'est rajouter, comme on a fait tantôt, une accélération constante. Mais cette fois-ci, je vais pas faire de la gravité, je vais pas faire que ça envoie vers le bas, mais je vais faire que ça envoie vers le haut. Donc je vais mettre 50 par exemple. Et là on voit en fait, les particules décollent doucement, comme ça. Pour l'instant, ils ont une durée de vie très courte, donc je vais un peu augmenter la durée de vie pour que ce soit plus sympa. Mais niveau mouvement, c'est déjà plus convaincant que de la vitesse, en fait, pour les particules. Alors, je vais changer aussi le lifetime, donc pour me mettre plutôt entre 3 et 6 secondes, par exemple. Voilà. Donc là, on voit qu'on a déjà quelque chose d'un peu plus sympa niveau fumée. C'est déjà un peu plus convaincant. Enfin, 6 secondes, c'est peut-être beaucoup. Je vais mettre entre 3 et 4, peut-être. Ouais, 3 et 4, c'est déjà largement assez. Ouais. Voilà, donc on a déjà un mouvement de particules qui est déjà un peu plus convaincant pour de la fumée. Alors,
un truc qui est assez typique aussi de la fumée, c'est que la fumée, ça a tendance à prendre de plus en plus de place en fait. Quand vous avez un nuage de fumée, bah, ça va ça va s'étendre comme ça, et donc la taille des particules va changer avec son cycle de vie, enfin durant son cycle de vie, et donc je vais rajouter un node size by life, donc qui va me permettre de faire grossir la particule. Plus elle avance dans son cycle de vie, plus elle va devenir grande. Donc size by life, et donc là c'est un multiplicateur de la taille originale, donc du initial size. Et donc par défaut ici j'ai une curve, donc je vais l'éditer ici. Pour l'instant la curve elle est 1, 1. Donc en fait j'ai toujours la même taille partout. Donc moi ce que j'aimerais bien c'est que ça commence peut-être un petit peu plus petit et que ça termine surtout plus gros. Donc le premier point, je vais le mettre à 0.5 par exemple. Donc comme ça j'ai des particules qui sont plus petites. Et le deuxième point, donc le dernier point quoi, là je vais mettre avec une taille de 2. Donc ça va aller de 50% à 200% de la taille. Donc là on voit les particules sont petites et puis elles terminent en étant beaucoup plus grosses. Maintenant, on pouvait mettre encore plus gros si vous voulez, hein. Vous pouvez monter à 3 ou 4. Donc là ça va plus. Enfin ça va être quelque chose de plus dense quoi, hein. Plus vous montez, plus ça va grossir, plus c'est dense quoi. Ok. Donc là on a beaucoup de particules en fait. Pour de la fumée c'est déjà très 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 dense. Donc ce qu'on peut faire c'est dans le spawn réduire un petit peu. Parce que 20 particules par seconde pour de la fumée c'est un peu beaucoup. Donc on peut diminuer à 10, je pense que ça va toujours être correct. Voilà. À partir du moment où vous n'avez pas de gros trous en fait dans l'émission, bah ça va quoi. Ça fait le boulot. Alors, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Ben, déjà, il y a le spawn des particules. Donc là, c'est vraiment visible parce qu'on a des particules plus grosses et donc on les voit vraiment spawner l'une après l'autre. Et ça, c'est moche. Enfin, c'est vraiment moche, quoi. Enfin, on peut pas laisser ça comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire apparaître, augmenter en fait l'alpha au début, partir de 0, aller jusqu'à 1, garder 1 pendant un certain temps et puis redescendre vers 0, mais de manière assez... Enfin, en fait, l'apparition va être rapide, la disparition va être assez lente, quoi. Donc, dans le Color Over Life, je vais afficher les curves. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est le Alpha Over Life. Donc, je vais supprimer les courbes dont j'ai plus besoin. Et donc, le Alpha Over Life, pour le moment, bah, voilà, il commence à 100% et il termine à 0. Donc c'est pour ça que ça spawn comme ça, c'est parce que je passe de rien du tout à paf, un truc à 100%. Donc je vais rajouter un point de contrôle ici pour pouvoir me faire une zone, enfin une rampe d'apparition qui va faire que l'alpha va commencer à 0, monter à 1 et puis redescendre après. Donc là on voit maintenant, j'ai plus ce spawn brutal que j'avais avant, j'ai quelque chose de plus soft. Je vais passer tout en auto-clamped, c'est pas plus mal. Voilà. Alors je vais rajouter aussi un point pour garder l'opacité à fond un peu plus longtemps. Voilà. En fait, pour que le nuage ne fade pas tout de suite, mais il fade un peu plus tard, quoi. Donc si je regarde, voilà. En fait, c'est spawné, ça reste à 100% un certain temps, puis hop, ça commence à fader seulement après. Donc là, on a déjà quelque chose d'un peu plus doux, on va dire, au niveau comportement de particules. Alors, il y a, enfin, c'est pas toujours évident à voir, mais il y a à certains moments des sautes ou des trucs un peu bizarres qui se passent dans les particules. Pourquoi? Parce que par défaut, si je vais dans Required, je peux voir qu'il n'y a pas de tri des particules. En fait, dans Sort Mode, donc qui est le tri des particules qu'on a, je suis en None. Donc, ça veut dire que certaines particules peuvent très bien popper devant d'autres à certains moments, etc. Il n'y a vraiment aucun tri du tout qui est fait. Donc c'est complètement random en fait comme ordre.
Ben là je peux choisir d'autres modes de tri. Et donc je peux utiliser, ben, il y en a deux qui se ressemblent très fort, c'est le View, Projection Depth et Distance to View. Donc ça en fait ça va les trier de l'arrière vers l'avant. Mais ce qu'il y a c'est que ça va les trier tout le temps, enfin à chaque frame évidemment, suivant votre point de vue, suivant les particules, etc. Ça va continuellement les trier de l'arrière vers l'avant. Ici c'est pas nécessaire de faire ça, on peut choisir quelque chose de plus light. Et donc les deux derniers modes de tri, c'est le oldest first ou le newest first. Donc soit on met les plus vieilles particules d'abord et puis les plus récentes après, soit on fait le contraire. Ce qui est intéressant dans ces deux modes là, c'est que l'ordre, enfin il va pas y avoir de changement en fait. Les particules ne vont pas tout d'un coup popper une devant l'autre parce que, enfin à partir du moment où on a une plus vieille et une plus récente, elles vont toujours être triées de la même façon l'une par rapport à l'autre et donc on n'aura jamais ce problème là. Donc ici on peut mettre soit oldest first ou newest first. Donc quand il y a du lighting dessus, vous verrez, on a un peu l'impression, il y en a une qui donne l'impression plus d'être penchée vers l'avant et l'autre plus penchée vers l'arrière, simplement l'ordre dans lequel ils sont triés qui fait ça, quoi. Mais une fois qu'on a ce mode de tri, ben, on n'a plus jamais de particules qui pop devant parce que l'ordre en fait ne change pas. Il y a juste les nouvelles particules qui viennent se réinjecter en fait dans l'affichage et les anciennes qui disparaissent et c'est tout, quoi. Alors là déjà on a quelque chose de plus correct niveau affichage, on a l'apparition, disparition, etc. Tout ça c'est bien. Maintenant je vais mettre mon système de particules dans la scène et on va voir qu'il y a un truc un peu moche qui se passe. Donc si je prends donc mon émetteur de particules, voilà, et donc je le mets à hauteur du sol. Et ce qu'on peut remarquer, ben en fait c'est que les particules qui sont à moitié dans le sol, bah évidemment elles sont à moitié coupées dans le sol, quoi. Donc on a les sprites qui sont à moitié enterrés dans le sol, et donc du coup ça fait des coupures très nettes comme ça. C'est le genre de truc que vous voyez dans enfin, tous les jeux qui ont 10-15 ans, vous aviez toujours ça en fait dans les systèmes de particules, vous aviez toujours des coupures très nettes comme ça, et c'est très moche, et franchement si on laisse comme ça, ben ça va faire vieux jeu mal foutu, hein. Donc, alors qu'on peut maintenant corriger ce genre de problème-là et que la majorité des jeux, pour ne pas dire tous, bah, règlent ce problème-là. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est accéder au Z-buffer et regarder en fait la distance qui sépare les sprites qu'on va afficher de l'arrière-plan. Et plus on va avoir une distance courte, plus on va diminuer l'opacité des particules. Donc ça va nous permettre de faire une zone de transition entre les particules qui sont vraiment en l'air et qui là sont 100% visibles, avec celles qui sont à moitié enterrées qu'on voudrait faire disparaître, quoi. Donc je retourne dans mon matériel Smoke. Et dans mon matériel Smoke, je vais moduler en fait l'opacité en utilisant un node qui va être un node de def fade. Donc le def fade ça fait quoi exactement? Ben, vous avez un paramètre dedans qui est le fade distance et opacity default. Donc ce qui nous intéresse principalement c'est le fade distance. Donc ce que ça fait, ben, en fait ça utilise le fait que tout ce qui est opaque est dessiné avant tout ce qui est transparent. C'est toujours ça. On a toujours tout ce qui est opaque, tout ce qui est en dur est affiché avant tout ce qui est transparent. Ça je vous l'avais expliqué quand je vous avais parlé du Z-buffer. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand vous affichez les objets transparents, vous pouvez savoir en fait à quelle distance vous vous situez de l'arrière-plan, qui est juste derrière vous, quoi. Et donc le def fade, il va lire cette distance-là dans le Z-buffer. Il va calculer la distance à laquelle on est quand on dessine notre particule, et il va prendre la différence entre les deux. Et si on a une différence très grande, bah, ça veut dire qu'on est vraiment éloigné de l'arrière-plan, et donc là, c'est pas un problème. Par contre, en dessous d'un certain threshold, donc ce threshold, c'est le fade distance, c'est le 100, donc en dessous de 1 mètre de distance, il va commencer à renvoyer une valeur qui va être de plus en plus proche de 0,
Et quand on va avoir la particule qui va être tout près du background, là on aura une transparence à 0. Donc il va faire un dégradé comme ça de opaque à transparent sur une distance de 1 mètre maximum. Et donc cette valeur-là, on va simplement la multiplier par l'opacité qu'on avait déjà avant. Donc je rajoute juste un node multiply, et je multiplie mon deffed par mon multiply ici, qui multipliait déjà l'alpha de la particule avec mon radial gradient exponential. Et ça, je l'envoie dans opacité. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je fais un save et je vais regarder dans la scène ce que ça donne. Et dans la scène, bah, on voit maintenant, je n'ai plus cette coupure nette, j'ai un petit dégradé au pied de mon émetteur. Et donc, même si j'enfonce l'émetteur plus loin, bah, en fait, j'ai jamais de problème de transition en fait entre le sol et les particules. Ok. Alors, tant que je suis dans le matériel, je vais aussi changer pour avoir l'éclairage correct en fait de mes particules ici. Et donc, je vais changer le shading model pour ne plus être en unlit mais être en default lit. Donc je me mets en default lit et je vérifie, normalement, voilà, je suis en volumetric directional. Donc volumetric directional, bah, ça va très bien, parce que justement ici, j'ai pas de normal map sur mon objet, et donc ça va aller bah, très bien en non-directional. Enfin oui, je me mets en non-directional, pardon. C'est en non-directional et pas en directional. Et donc, du coup... je n'ai pas besoin de normal map, et le seul truc que je dois changer, c'est évidemment ne plus me mettre dans l'émissive, mais aller me mettre dans le base color, puisque le base color, ça va repasser par le lighting, et ça j'en ai besoin ici pour ces particules-ci. Dans l'émissive, j'ai plus rien, parce que les nuages ici, c'est pas des nuages qui émettent de la lumière, c'est pas phosphorescent, ni quoi que ce soit. Et donc, je fais un save. Tu avais une question ? Non ? Ok, ça va. Pas de problème. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je sauve mon matériel et je vais voir ce que ça donne ici. Voilà. Donc on voit évidemment c'est un petit peu plus sombre parce que là je tiens compte de l'éclairage. Mais ce qui se passe, ben, c'est que maintenant si je mets par exemple une light, donc si je rajoute une light à côté de ma fumée, ben, on voit que la fumée en tient compte et qu'elle est éclairée par cette light. Je vais colorer la light en la mettant par exemple en rouge-orange, voilà. Et donc là on voit que effectivement quand la light est à côté, la fumée prend une couleur un peu plus rouge-orange, et quand je l'éloigne, il n'y a plus d'influence, voilà. Donc là j'ai bien maintenant un lighting de mes particules. Il y a moyen de baquer la lumière sur Il y a moyen de baquer la lumière sur les particules. bah de spawner de light alors, c'est ça? Des textures pré-lightées en fait qui veut. Des textures prélightées? Ouais. Ah, faire du baking? Ouais. Bah non, ça n'a pas de sens parce que c'est pas fixe, justement, l'endroit où ils sont n'est pas fixe, donc tu peux pas savoir à l'avance. Bah, sauf si tu veux faire une fumée qui bouge pas. une fumée figée en l'air, là tu pourrais imaginer le béquet, mais t'as plus besoin d'un système de particules à ce moment-là, quoi. Bah, parce que comme ça change tout le temps, t'es proche de la lampe, t'es éloigné, etc. Donc ça ne peut être qu'un truc calculé à la volée, quoi. Parce que je voyais des trucs où il y a marqué Beckett, alors je me dis, ah, Oui, mais ça, c'est. Il peut béquer la position des particules ou ce genre de truc, hein, c'est ça. Pour avoir. Pour ne pas devoir simuler, en fait, le truc, il peut prévoir à l'avance, bah ok, ça va être tout le temps comme ça, etc., quoi. ok, ça marche, Donc c'est pour alléger, en fait, le calcul du système de particules. ça marche. Et donc voilà, donc pour notre matériel maintenant, bah, on a quelque chose déjà d'un peu plus correct, c'est lighté. Alors, donc ce qu'on va faire, donc maintenant, voilà, en utilisant ce qu'on avait fait ce matin, c'était à peu près le maximum qu'on arrivait à faire. Mais on peut évidemment faire encore un peu mieux. Donc là, ça nous fait une fumée un peu stylisée parce que c'est des gros ronds comme ça.
Maintenant, si on veut avoir une fumée un peu plus réaliste, on va injecter en fait une texture dedans. Et donc pour ça, vous pouvez aller chercher donc dans le répertoire NetJV Prof Storm Unreal Integration, et dans le 04 VFX, vous avez toute une série de textures, et celle qui nous intéresse ici, c'est le Animated Particle Color. Et donc ça, vous pouvez les prendre, enfin vous pouvez la prendre et la dropper dans votre répertoire Smoke. Donc ici, hop, je le drag drop. S'il veut bien. Il va avoir pas du mal. Hein. Non, en fait, il est... Mais... Ouais. Allez. Alors, il est un peu... Ah, c'est chiant quand ça fait ça. Un peu, hein. Ah voilà, voilà. Faut juste être très patient. Voilà. Et donc, la texture que je vous ai passée, voilà à quoi elle ressemble. Et donc ça, c'est une sprite sheet. Alors, il y a deux types de sprite sheet. Là, il y a des sprite sheets pour avoir des textures animées, enfin des sprites animés, et il y a celles pour avoir des sprites avec des modèles différents. Donc, par exemple, si vous voulez spawner plein de nuages, mais avec des formes différentes, donc, je sais pas, des petits écrasés, des plus arrondis, des couleurs légèrement différentes, etc. Vous pouvez avoir une sprite sheet avec plein de formes de nuages différentes. Donc ça, c'est une façon de faire. Une autre façon de faire, c'est d'avoir des nuages, mais qui vont être animés. Donc ici, ils se ressemblent tous, c'est normal, parce que c'est toutes des frames d'animation. Donc j'ai la première ligne, puis la deuxième, troisième, quatrième, etc., jusqu'à la dernière. Et ça forme une animation complète. Et donc ça va être toutes les formes que va prendre mon nuage de sa naissance jusqu'à sa mort, jusqu'à la disparition, quoi. Alors, pour faire ce genre de sprite sheet, il y a plusieurs façons de faire. Dans les façons de faire les plus simples, il y a utiliser Substance Designer, par exemple. Si vous voulez voir comment ça fonctionne exactement, vous pouvez les voir sur ma chaîne YouTube. J'ai une vidéo où je parle de ça. De comment faire en fait des particules facilement avec Substance Designer. Si vous voulez faire... par contre, ça va être avec du noise, hein, donc ça va être un peu... ça va être relativement générique, mais bon, ça marche, hein, ça fait son boulot, mais ça va pas être de la super fumée hyper réaliste du tout. Non, si vous voulez... Pardon ? Mais ce sera plus léger du coup. Bah, non, enfin, ce sera plus léger. La démarche pour le faire sera plus légère. Mais sinon, ça change rien à un point de vue... point de vue de place, en fait, bah ça c'est juste toi qui choisis la taille de la texture que tu alloues à ça, quoi. Donc, oui. Et le logiciel va reconnaître que c'est une animation, en fait. Enfin... Bah, ça, on va le voir. En fait, c'est nous qui allons dire après qui doit prendre les frames dans l'ordre, etc. Donc, mais sinon, c'est toi qui choisis en fait ce que tu veux faire avec de ta sprite sheet, quoi. Ouais. Voilà, et si vous voulez donc des trucs plus réalistes, à ce moment-là, il faut partir plus sur de la simulation de fluide, etc. Donc c'est du rendu volumétrique, soit dans Maya, soit dans Houdini, où vous allez générer votre sprite sheet complète. Mais bon, là la démarche est déjà un peu plus complexe, etc. Mais ça, je pense normalement, j'espère plus tard mettre une vidéo de comment le faire dans Houdini, parce que je suis en train de voir ce genre de truc-là avec les T-cartes pour le moment. Donc je posterai sans doute une vidéo plus tard, je sais pas encore quand, mais voilà, j'ai pas encore abordé les sprite sheets avec eux, quoi. Voilà. Peinte à la main. Et peinte à la Et oui, et peinte à la main aussi. Donc une troisième option, c'est de le faire à la main, de faire chaque frame à la main. Donc ça, c'est le genre de truc qu'on faisait beaucoup avant, quoi, dans tout ce qui était pixel art avant, parce que il n'y avait pas d'autres trucs qui existaient déjà. Et pour tout ce qui est stylisé, ça permet de faire des trucs évidemment très sympas aussi. Parce que justement, quand c'est stylisé, c'est pas toujours un comportement physiquement correct. Et c'est le seul moyen peut-être de faire des trucs avec des volutes un peu complexes, etc. Un peu travaillés. Donc ça, c'est vraiment... le livre, Ah oui. Et si ce genre de truc vous intéresse, il y a deux bouquins qui sont vraiment très très bien. J'ai des sprites.
de tout ce qui est en fait création de trucs à la main, en fait, d'effets spéciaux à la main. Hop, voilà, c'est Elemental Magic. Voilà, il y a deux tomes. Elemental Magic volume 1 et Elemental Magic volume 2. Donc ça a été écrit par un gars qui travaille encore, je sais plus. Enfin, c'est un vieux de la vieille, hein, qui travaillait sur tout ce qui était Disney. Donc dessins animés, etc. Et dans le deuxième, par exemple, il explique de tous les trucs, les splashs d'eau, etc. Quand un truc rentre dedans, il explique toute la... En partant en fait de la physique de l'eau, il explique comment lui refaisait ça en animation, frame par frame à la main, quoi. Voilà. Donc c'est super intéressant, franchement, ces deux bouquins vraiment bien faits, sont super intéressants. S'il y en a que ça intéresse, bah à la limite je peux peut-être les amener demain, si j'essaierai de pas oublier, comme ça si vous voulez jeter un œil dessus. On pourrait les commander pour la bibliothèque. On pourrait les commander pour la bibliothèque. Mais franchement c'est vraiment deux références vraiment très sympas, quoi. Pardon ? Qui a écrit ça ? C'est Joseph Gilland. Je vais essayer de zoomer un peu, peut-être. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal. Oui. C'est juste l'émetteur, en fait, j'ai mis un location. Dans location, j'ai mis cylinder, donc un cylindre, et c'est la forme, en fait, de l'émetteur, quoi, ça. Dans location, cylinder. Donc, on va maintenant utiliser notre texture de sprite sheet dans le matériel. Alors ici, on ne va pas drag-dropper la texture directement parce que on n'utilise pas un texture sampler habituel. On va utiliser un truc qui s'appelle sub-UV, particules sub-UV. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à un texture sampler, mais c'est pas un texture sampler. Alors pourquoi c'est pas un texture sampler ? Je vais vous l'expliquer juste après, quand on va voir les différents modes de blending, en fait, de transition, en fait, entre deux frames consécutives. Donc cette texture, en fait, va remplacer le rond, en fait, du radial gradient exponential. Donc je vais me remettre sur un carré pour voir mieux, voilà. Et donc je vais simplement brancher la partie RGB sur la couleur. Donc je vais multiplier par la particule color ici ce qui vient du particule sub-UV en RGB. Et pour la transparence, c'est pareil, je vais prendre l'alpha et le multiplier par l'alpha de mon particule color. Voilà. Et donc là, on voit toute la sprite sheet, évidemment, enfin les 8x8 sprites, directement visibles. Et donc le radial gradient exponential, du coup, on n'en a plus besoin. Voilà, donc c'est vraiment venu remplacer en fait le radial gradient exponential. Donc le RGB se multiplie par le RGB, l'alpha par l'alpha, et puis voilà. C'est quoi du coup la différence avec le texture sampler ? Alors la différence, c'est que un texture sampler, ça fait toujours qu'un seul accès texture. Celui-ci, il pourrait en faire deux. Je vais expliquer pourquoi après. Il pourrait en faire deux simultanément en fonction du mode de blending qu'on va utiliser, enfin de transition qu'on va utiliser. C'est quoi honnêtement parlant, c'est quoi un accès texture ? C'est le fait pour un matériel d'aller lire dans la texture, donc d'aller lire en mémoire
une valeur, enfin la couleur généralement, ou autre chose, une roughness ou je sais pas quoi. Ça c'est un accès texture quoi. Et donc en fait pour des matériaux complexes, tu te retrouves généralement à accéder à la roughness, la normale, etc. Et éventuellement même plusieurs fois si jamais tu utilises des techniques comme du parallax occlusion mapping ou quoi pour donner du faux relief. Là tu peux te retrouver à accéder plein de fois une même texture. Et ça peut devenir coûteux évidemment. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a des trucs aussi, il y a des accès textures qui sont un peu cachés. Enfin, j'en ai parlé en compression numérique. C'est quand on utilise par exemple des filtres genre l'anisotropic filtering. En réalité, on fait une lecture texture, mais derrière, il y en a plein, quoi. Il y en a 16, il y en a 32, etc. en fonction du niveau de qualité qu'on a mis. Mais ça se voit pas, mais ça peut avoir un impact évidemment sur les performances, quoi. C'était juste pour faire un rond, et donc comme ici on a une texture maintenant, forcément on utilise plus... c'est plus un c'était un placeholder ici pour la fumée. Là maintenant on a quelque chose d'un peu plus correct, quoi. Alors, donc une fois qu'on a fini ça, on sauve et on retourne en fait vers notre émetteur de particules. Et donc lui forcément, il sait pas que c'est un sprite sheet, et donc il me balance le sprite sheet complet chaque fois. Donc disant, c'est un peu moche, on est bien d'accord. Donc je dois lui dire combien de sprites en fait j'ai dans ma sprite sheet. Et donc là je vais dans Required et je descends un peu plus bas et j'ai SubUV. Et dans SubUV, je peux choisir le nombre d'images horizontales et verticales et le mode d'interpolation. On va commencer par le mode d'interpolation, comme ça on n'aura pas la blague d'hier. Donc, le mode d'interpolation, c'est quoi ici? Enfin, ça correspond à quoi pour le SubUV? Si vous mettez en linéaire, tout ce qui est linéaire, en fait, c'est pour faire une animation, une suite de frames, comme on va utiliser ici. Donc, pour faire une animation, quoi. Si vous mettez en random, c'est pour prendre un truc au hasard et avoir une forme différente de nuage. Alors, il y a linéaire et linéaire blend. C'est quoi la différence? En linéaire, ici, on a 64 images. Il va prendre la première, puis la deuxième, puis la troisième, etc. Et donc, si on a, par exemple, des particules qui ont une durée de vie très longue, vous allez voir un peu, ça va un peu saccader. Puis ça va être un framerate très lent. Et donc, si vous avez relativement peu de frames, c'est pas une bonne idée de le mettre en linéaire. Vous pouvez, en fait, masquer ce problème-là en vous mettant en linear blend. Et le linear blend, il va coûter 2 accès texture, donc ça c'est ce que je disais tantôt. Mais ce qu'il va faire, donc à la place de mettre la première image, puis après la deuxième, en fait il va mettre la première, et entre les deux, il va commencer à mettre 90% de la première, 10% de la deuxième, puis 80, 20, etc. Et donc il va faire un fade entre les deux. Puis entre la deuxième et la troisième, hop, il va refaire un fade, etc. Et il va continuer comme ça, toujours en faisant un fade entre deux consécutives. Donc forcément, du coup, il doit toujours avoir 2 accès texture pour lire la courante et la suivante, et pour pouvoir blender. Donc ça a un petit coût en plus. Par contre, le problème qui va disparaître, c'est justement cette saccade qu'on avait avant. Donc là, en fait, ça va blender continuellement, donc ce sera beaucoup plus propre. Donc là, je vais mettre en linear blend, ce sera plus propre. En plus, comme j'ai quand même pas mal d'images, puisque j'en ai 64 8x8, ça va être vraiment soft comme animation. Une fois que j'ai choisi mon mode d'interpolation, je vais changer le nombre d'images horizontales et verticales. Et donc ici, je mets 8 et 8. Pardon? Non, c'était... Ok, je croyais que c'était une question, mais ça va. Donc 8 et 8, voilà. Et donc maintenant qu'il sait que j'ai bien 8 et 8, là, il m'affiche toujours la même frame. En fait, c'est toujours la première, mais au moins, c'est que la première. Il ne m'affiche plus la totalité de la sprite sheet. Pourquoi il m'affiche la première? Parce que je lui dis pas de passer aux suivantes, en fait, bêtement. Donc, comme il ne sait pas que je dois passer aux suivantes, forcément, il reste sur la première. Donc, pour animer, pour passer aux suivantes, pour changer l'index d'image, je dois rajouter
un node, donc dans sub-UV, je dois aller en sub-image index. Voilà. Et sub-image index, bah, ça va me permettre de faire une courbe d'animation qui va animer l'index de l'image que je veux afficher. Donc sub-image index, si j'ouvre les paramètres que j'ai ici par défaut, on voit que j'ai un float constant curve, donc c'est une courbe d'animation sur une valeur flottante. Et pour le moment, j'ai 2 points d'animation, et ces 2 points sont tous les deux à 0. Enfin, le haut de val, c'est 0 et 0. Donc en fait, il reste toujours sur la première frame. Donc on commence à compter à 0 ici. Hein. Donc ça va aller de 0 jusqu'à 63. Et donc, pour qui parcourt... Oui, J'ai pas le même. c'est bien sub-image index, ouais. Ouais, parce que j'ai pas le. En fait, j'ai pas l'onglet sub-ID, j'ai particle. C'est pas normal. Ah, c'est ça. Donc en fait ce qu'on va changer ici c'est simplement voilà, le dernier index de l'animation, donc sur le point 1, le haut de val, je vais mettre 63. Et donc maintenant, ben, en fait j'ai mon animation et on voit en fait que la fumée change de forme. Avant c'était toujours figé, c'est toujours la même chose. Ben, ici ça change de forme, ça fait des transitions assez soft. Parce que je me suis mis en linear blend aussi. Et donc, comme la particule a une durée de vie quand même assez longue, bah évidemment c'est assez subtil, mais d'un autre côté, c'est de la fumée aussi, quoi. Ça doit pas bouger trop vite, sinon ça fait pas très réaliste non plus, quoi. Donc là, déjà, c'est un premier pas vers quelque chose d'un peu plus réaliste. Par contre, ce que ça fait ressortir maintenant de manière un peu plus évidente, c'est que c'est toujours la même particule. On voit toujours le même truc qui est répété. Quand ça spawn, on se rend compte qu'on a 2-3 fois la même particule une derrière l'autre. Donc là, on a un truc qui va nous permettre en fait de masquer ce problème-là. Ça va être d'orienter notre sprite de manière random, en fait, de l'orienter un peu comme on veut. Puisque de toute façon, on a une forme qui est quand même assez chaotique. Bah, le fait de le faire tourner n'importe comment, on va avoir l'impression d'avoir des formes différentes, même si c'est toujours la même. Par contre, ça servait évidemment à rien quand on avait notre placeholder rond avant, puisque bah, le rond, on a beau le tourner sur lui-même comme on veut, il reste toujours rond, quoi. Donc je vais juste rajouter ici, dans un premier temps, le rotation, initial rotation. Donc ça va changer l'orientation de chacun de mes sprites lors du spawn. Voilà, donc j'ai juste mis un initial rotation, et par défaut, il fait un random entre 0 et 1. Donc en fait, c'est entre 0 et un tour complet. C'est en tour que c'est mis. Et donc là maintenant, en fait, c'est beaucoup plus difficile de se rendre compte qu'on a toujours la même particule, parce que comme elle est toujours dans une orientation différente, bah, ça a l'air d'être des particules différentes. Alors un petit plus qu'on peut faire aussi, c'est simuler un petit peu les volutes que vous avez quand vous avez de la fumée, en faisant tourner le sprite sur lui-même. Donc là, on va aller non plus dans rotation, mais dans rotation rate, donc dans la vitesse de rotation, quoi. Et je vais mettre juste un initial rotation rate, qui va être la vitesse à laquelle la particule va tourner. Donc là, je vais changer les valeurs parce que par défaut, il fait entre 0 et 1. Mais ça veut dire que toutes les particules tournent dans le même sens et jusqu'à un tour par seconde, ce qui est quand même beaucoup. Enfin, celle qui tourne vite, elle tourne quand même très vite. Donc, ce qu'on va faire, c'est dans le random, à la place de prendre un random entre 0 et 1, on va prendre un random entre moins 0.1 et 0.1. Donc je prends aussi bien du négatif que du positif, comme ça elles vont tourner aussi bien dans un sens que dans l'autre. Et donc c'est subtil, hein, mais on voit qu'il y a un peu de mouvement à certains moments, des trucs qui changent, qui passent un devant l'autre. Ça c'est la rotation des sprites qui tournent dans des directions random. Vous pouvez mettre plus si vous préférez, avoir un feu un peu plus actif, on va dire. Mais a priori, ça fait déjà son boulot comme ça, quoi. Et donc si je regarde
le tout intégré dans ma scène, là je commence à avoir quelque chose d'assez sympa, quoi. Alors si vous voulez quelque chose de plus dense, vous pouvez toujours spawner plus de particules, ou éventuellement changer le sprite pour avoir un alpha peut-être un peu plus présent. Vous pouvez même changer ça directement dans votre matériel, hein, si vous voulez changer un peu la rampe de l'alpha pour avoir quelque chose de plus dur, on va dire. Mais sinon, ici maintenant on a quelque chose qui fait son boulot avec un rendu relativement réaliste. Il y a moyen de faire quelque chose d'un peu mieux en rajoutant par exemple une normal map. Ça peut permettre d'avoir un modelé, on va dire, un relief de la fumée un peu plus présent. Mais sinon, déjà comme ça, ça fait son boulot. Et on a quelque chose de propre niveau intégration avec le décor, puisqu'on a utilisé le Depth Fade. Et on a un lighting de notre système de particules, puisqu'on a utilisé le volumetric non-directional. Voilà. Donc, du coup, on a notre deuxième système de particules complet, fonctionnel, avec tout ce qu'il faut, avec quelque chose de complètement différent quand même, point de vue rendu. On a les étincelles ici, la fumée là. Voilà. Est-ce que vous avez éventuellement des questions ou des remarques C'est bien, merci. J'ai fait L et j'ai cliqué avec le bouton gauche de la souris. Ou sinon, tu peux drag-dropper une light dans Basic, tu retrouves ta point light. Voilà. Et donc, une fois qu'elle était sélectionnée, j'ai juste changé la couleur émissive pour mettre du rouge, quoi.